Merci Yann Brossard d'être avec nous pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de Paris, membre du groupe communiste, porte-parole d'ailleurs du Parti communiste. On va revenir sur plusieurs questions qui vous concernent et sur lesquelles vous travaillez. La question du logement et puis cette votation sur les SUV hier à Paris. Mais d'abord, l'actualité, c'est toujours cette crise agricole. Est-ce que, avec les mesures qu'il a annoncées vendredi, vous diriez que Gabriel Attal a réussi à éteindre l'incendie? Pas du tout, ou alors en tout cas de manière extrêmement provisoire. Mais les questions qui étaient posées par les agriculteurs depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois en réalité, la question de savoir comment ils peuvent vivre de leur travail, cette question-là, de mon point de vue, elle n'est pas réglée du tout. Et ce n'est pas parce que le gouvernement décide de mettre sur pause le plan éco-phyto que les agriculteurs peuvent dire que demain, ils pourront vivre de leur travail. La question des prix rémunérateurs, la question des traités de libre-échange, la question de la répartition des aides de la politique agricole commune, toutes ces questions-là, elles sont devant nous. D'ailleurs, les élections européennes seront l'occasion d'en débattre. Mais de ce point de vue-là, le gouvernement n'a strictement rien réglé. Alors, sur les traités de libre-échange, il y a un bras de fer sur la question du Mercosur, sur lequel la France est très opposée. Pour vous, ça ne suffit pas ? Non, ça ne suffit pas. D'abord parce que le gouvernement a depuis des années maintenant, ce gouvernement, Emmanuel Macron, ses ministres, défendu bec et ongle tous les traités de libre-échange. Là, en l'occurrence, à l'approche des élections européennes et sous la pression de ce mouvement, il se réveille. Mais qu'est-ce qui nous garantit que demain, le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur ne reviendra pas? Et par ailleurs, je rappelle que c'est juste électoraliste pendant les européennes et qu'après les européennes, il y aura un changement de discours. Bien sûr qu'il y a derrière des considérations parfaitement électoralistes, puisqu'il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, les mêmes ont promu un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui fait que nos étals de supermarchés sont envahis de moutons qui viennent de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire à plusieurs milliers de kilomètres de notre pays, de l'autre bout du monde. Et au fond, je pense que ce mouvement des agriculteurs doit nous inviter à nous poser des questions profondes. Quel modèle économique voulons-nous? Est-ce que nous voulons continuer à importer des produits que nous sommes capables de faire par ailleurs nous-mêmes, qui viennent de l'autre bout du monde? Est-ce que c'est un modèle qui est soutenable? Est-ce que c'est un modèle qui est favorable à l'agriculture? Il faut mettre fin à tous les traités de libre-échange pour vous? Il faut, de notre point de vue, d'autres modes de coopération que la multiplication de ces traités de libre-échange qui font que nous sommes envahis par des produits qui ne correspondent pas à nos normes environnementales, pas davantage à nos normes sociales d'ailleurs, vu la manière dont ils sont produits. Et donc oui, bien sûr, cette question est devant nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour nos exportations? Qu'est-ce que vous dites par exemple aux éleveurs de porc qui, eux, exportent jusqu'en Chine à des milliers de kilomètres? Mais je pense que toutes ces questions-là, il faut les poser et se demander quel est le modèle économique qui permet à la fois de défendre notre agriculture, nos productions de manière plus générale, et qui permet aussi de protéger notre environnement. Mais on ne peut pas faire comme si la question climatique n'existait pas. Ce sont de grandes questions. C'est notre avenir qui est en jeu et donc il faut avoir le courage de les poser. Justement, sur la question climatique, il y a eu cette polémique sur la suspension du plan éco-phyto. Hier, Christophe Béchu s'est voulu rassurant, le ministre de la Transition écologique. Il dit que c'est qu'une pause de 3 semaines jusqu'au Salon de l'Agriculture, le temps de mettre en place de nouveaux indicateurs, mais que l'objectif de baisse de 50% des pesticides d'ici à 2030 demeure. Ça vous a rassuré ? Nous verrons bien et nous verrons ce qui se dessinera d'ici le Salon de l'Agriculture qui doit avoir lieu dans quelques semaines maintenant. Ce qui est sûr, et en tout cas c'est la position que nous défendons, c'est que l'environnement ne peut pas être une variable d'ajustement puisque c'est notre condition de survie, des agriculteurs aussi d'ailleurs, parce que ce sont les premiers touchés. C'est cette question-là qui est posée. Et donc la vraie question, c'est pas de savoir si on abaisse nos normes, la vraie question c'est qu'on ne peut pas accepter d'avoir sur le territoire français des importations de produits qui ne correspondent en rien aux normes que nous nous appliquons à nous-mêmes. Parce que évidemment que ça introduit une concurrence déloyale qui indigne les agriculteurs et qui nous indigne tous, parce que ça n'est pas le bon sens que de faire cela. Et là-dessus, il n'a pas fait un premier pas, Gabriel Attal, quand il interdit l'importation de fruits et légumes traités avec un pesticide venant qui est interdit en France, mais qui est autorisé dans le reste de l'Union européenne. C'est pas un bon premier pas ? C'est un début. C'est une prise de conscience tardive, une fois de plus, après avoir signé tous les traités de libre-échange de la Terre. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, au Parti communiste, nous avons toujours été cohérents, puisque à chaque fois que nous avons eu cette occasion, nous avons rejeté ces traités de libre-échange.
Un dernier mot sur la rémunération des agriculteurs et le gouvernement qui se montre très ferme avec la grande distribution, qui dit qu'il y aura des sanctions, des amendes pour ceux qui ne respectent pas la loi Egalim. Vous saluez cette fermeté ? En tout cas, je note quand même une forme de deux poids, deux mesures, parce que des sanctions vis-à-vis de la grande distribution, le gouvernement aurait pu les prendre il y a très longtemps, parce que ça fait longtemps que ces professions essorent nos agriculteurs. Et dans le même temps, vous avez les plus modestes qui, dans notre pays, dès qu'ils ne font pas exactement ce qu'on leur demande de faire, se retrouvent, eux, soumis à des sanctions. Vous voyez bien le RSA soumis à 15 heures de travail par semaine. Donc mon sentiment, c'est qu'il y a quand même deux poids, deux mesures dans ce pays. Quand vous êtes fort, quand vous êtes puissant, vous avez toujours une marge de négociation. Quand vous êtes faible, vous avez la sanction qui vous tombe dessus tout de suite. On va parler du logement, sujet que vous suivez beaucoup. Parmi les thèmes abordés par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, il y a eu cette question. Le Premier ministre qui a notamment promis un choc de l'offre. On va voir tout ça avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Yann, bonjour Yann Brossard. Bonjour. Et Alex, dans son discours de politique générale, Gabriel Attal a donc présenté ses solutions face à la crise du logement. Oui, alors d'abord, un chiffre sur cette crise du logement. On fête en ce moment les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre pour les sans-abri. Eh bien, en 2023, en France, il y avait 330 000 personnes sans domicile fixe, 4,2 millions de personnes en situation de mal-logement, 2,4 millions de personnes en attente d'un logement social, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Alors, pour faire face à cette crise du logement, Gabriel Attal a rappelé à la semaine dernière aux sénateurs les engagements du gouvernement pour créer ce qu'il appelle un choc d'offres, c'est-à-dire une relance de la production de logements, avec la promesse de créer 30 000 nouveaux logements en 3 ans, en accélérant les procédures, en réquisitionnant les bâtiments vides. Et puis concernant le secteur du logement social, Gabriel Attal a fait des annonces pour soutenir le secteur. Un nouveau prêt de 2 milliards d'euros. Le pouvoir sera donné aux maires dans l'attribution des logements sociaux sur le territoire de leur commune. Et il propose de réformer la loi SRU qui, on le rappelle, cette loi, elle fixe l'objectif aux communes urbaines de détenir d'ici à 2025 entre 20% et 25% de logements sociaux pour leur territoire. Et Gabriel Attal, il souhaite assouplir cette loi en y incluant les logements intermédiaires accessibles aux classes moyennes. On l'écoute. Nous proposons que les logements intermédiaires accessibles à la classe moyenne soient désormais inclus dans le calcul de la part de logement social dans le cadre de la loi SRU. Je veux le dire aussi clairement à ceux qui s'inquiètent. Dans les communes soumises à la loi, nous maintiendrons évidemment une exigence d'un nombre minimal de logements très sociaux. Et cette annonce, elle inquiète effectivement les acteurs du secteur du logement et également certains maires qui dénoncent une mesure qui va gonfler artificiellement les chiffres du logement social en France en y incluant les logements intermédiaires. Yann Brossard, quand même l'intention du Premier ministre, c'est de rendre davantage accessibles les logements intermédiaires aux classes moyennes. Ça peut paraître louable. Ce qui prouve bien que le nouveau Premier ministre ne connaît strictement rien ni au logement social en particulier, puisque en l'occurrence, le logement social est accessible aux classes moyennes. Le logement social, aujourd'hui, au vu des plafonds de ressources qui sont pratiqués, il est éligible pour 70% des Français. 70% des Français. Le logement intermédiaire, il s'adresse aux Français qui gagnent plus que ces 70%-là. Donc en réalité, il s'adresse aux classes moyennes supérieures. Et donc la vraie question, ça n'est pas celle-là, c'est comment on relance la production de logements sociaux, c'est-à-dire l'exact inverse de ce que le gouvernement a fait depuis 2017, puisqu'il ponctionne chaque année plus d'1 milliard d'euros dans les caisses des bailleurs sociaux, ce qui explique qu'aujourd'hui le logement social est en panne. Si je vous pique tout ce que vous avez dans votre compte en banque, forcément, vous avez du mal à faire des investissements derrière. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Et donc le gouvernement est en train en réalité de tuer une deuxième fois l'abbé Pierre. Et il est en train de démanteler la loi SRU qui date de 2000 et qui permet 25% de logements sociaux dans chaque commune. Donc ça pourrait avoir l'effet inverse, cette annonce finalement, de ne pas relancer la production de logements sociaux. Mais bien sûr, c'est une mesure qui va tuer le logement social. Puisque aujourd'hui, vous aviez des maires qui n'étaient pas aux 25%. Et l'État leur disait, le préfet leur disait, il faut que vous produisiez du logement social pour atteindre le seuil des 25%. Demain, ces maires, qu'est-ce qu'ils diront ? Ils diront, au lieu de produire du logement social, comme je n'ai pas envie d'avoir trop de gens modestes chez moi, ou même des petites classes moyennes, je vais faire du logement intermédiaire. Donc en réalité, c'est une mesure contre le logement social et contre la mixité sociale. Parce que la loi SRU, elle a été conçue
pour favoriser la mixité sociale, c'est-à-dire pour faire du logement social là où il y en avait peu. Dans une ville comme la mienne à Paris, en 20 ans, depuis la loi SRU, nous sommes passés de 13% de logements sociaux à 25% de logements sociaux. Il y a plein d'autres communes qui, elles aussi, étaient en déficit et ont peu à peu rattrapé leur retard. Et bien, il y a des tas de communes qui ne rattraperont plus leur retard puisqu'elles pourront faire du logement intermédiaire au lieu de faire du logement social. Gabriel Attal souhaite également donner le pouvoir aux maires dans l'attribution des premiers logements sociaux sur le territoire de leur commune. C'est une bonne idée de donner le pouvoir? Il y a déjà des commissions de peuplement qui existent aujourd'hui. Avec les élus et les bailleurs sociaux. Oui, lorsqu'il y a des livraisons d'ensembles sociaux. C'est une réalité et il a l'air de découvrir quelque chose qui existe déjà. Pour le reste, moi je le dis très clairement, le sujet, c'est pas la question des attributions de logements sociaux, c'est la question de la production de logements sociaux. Parce qu'au train où on va, il n'y aura plus rien à attribuer. Parce que la réalité, c'est qu'on produit de moins en moins de logements sociaux. En 2016, on en produisait plus de 120 000 par an. Aujourd'hui, on est autour de 80 000 par an. Vous vous rendez compte? Ils sont depuis 7 ans au pouvoir et ils ont en réalité saccagé le logement social en France. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très inquiétant. On peut discuter des attributions pendant des heures, mais s'il n'y a plus rien à attribuer, la discussion aura un intérêt limité. Alors, selon vous, comment on fait pour relancer cette production de logements? On remet de la dépense publique dans le secteur? Il ne s'agit pas de remettre de la dépense publique dans le secteur. Il s'agit d'abord d'arrêter de ponctionner les bailleurs sociaux, qu'on arrête de prendre 1 milliard d'euros, plus d'1 milliard d'euros, 1,3 milliard dans la caisse des bailleurs sociaux, qu'on leur donne de l'air du point de vue financier. C'est ça pour moi le sujet. Si on a envie que nos bailleurs sociaux fassent du logement neuf, rénovent le parc existant, ce qui est un enjeu majeur au vu de l'envolée des prix de l'énergie. Quand on rénove énergétiquement un bâtiment, ça fait des charges qui baissent, ça fait du pouvoir d'achat en plus pour les locataires. Si on veut qu'ils puissent faire les deux, il faut leur donner les moyens de le faire, donc arrêter de leur piquer de l'argent comme c'est le cas depuis 2017 maintenant. Et en même temps, cette crise du logement, c'est une crise multifactorielle. Il y a la hausse des taux d'intérêt, la hausse du prix du foncier, la baisse du rythme de la construction. Est-ce que les communistes ont la solution à cette crise complexe? Par exemple, vous évoquez la question du prix du foncier. C'est une question qui avait d'ailleurs été abordée dans le cadre du CNR sur le logement, celui qui avait été organisé par Olivier Klein. Conseil national de la refondation. Absolument. Il y avait des propositions sur le foncier qui visaient à encadrer le prix de foncier. Le gouvernement a balayé cette proposition d'un revers de main, alors que c'est une question absolument majeure et qui, de mon point de vue, doit être relancée. Ça fait en tout cas partie des solutions, encadrer les prix de foncier, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que le logement est très cher, c'est que le foncier est souvent très cher. Un dernier mot, parce que est-ce que vous êtes inquiet, à Paris spécifiquement, sur le logement pendant les Jeux Olympiques? Évidemment qu'il y a des motifs d'inquiétude, notamment parce que je vois, et je suis alerté, du fait que des propriétaires décident de faire des congés pour vente ou des congés pour reprise pour pouvoir louer leur logement pendant la période des JO. Donc ça fait des locataires qui sont obligés de partir, d'abandonner leur logement. Et donc, pour pouvoir le mettre en Airbnb. Effectivement, pour pouvoir le louer sur Airbnb et encaisser beaucoup d'argent. Effectivement, c'est très inquiétant. Et d'ailleurs, je me félicite que la ville de Paris ait fait le choix de lancer une campagne d'information en direction des locataires pour leur faire connaître leurs droits. Vous n'avez pas le droit de vous débarrasser de votre locataire comme vous voulez, simplement parce que vous voulez faire du fric pendant la période des JO. Quand on est locataire, on a des droits. Vous allez agir au niveau législatif ? En tout cas, nous allons déposer au Conseil de Paris cette semaine une proposition qui vise à mettre en place une trêve olympique sur les expulsions, faire en sorte qu'on n'ait pas d'expulsion pendant la période des JO. Et moi, je serais favorable à ce que tout cela, effectivement, puisse déboucher sur une loi, faire en sorte que 2024 soit une année blanche en matière d'expulsion locative, parce que je vois bien... Sur tout le territoire ou uniquement par... En tout cas, dans les zones tendues, dans les zones qui sont concernées par la présence de touristes pendant les JO, parce que je vois bien qu'un certain nombre de propriétaires malfaisants font le choix de se débarrasser de leurs locataires pour faire de gros profits pendant la période des JO, au détriment de ces locataires obligés de partir. Donc vous déposez une proposition de loi dans les prochains jours ? Oui, je le ferai. Il faut encore que je termine le travail avec mes collègues, mais en tout cas, oui, je le souhaite. Merci Alex. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. On parlera de la mise en pause annoncée par le gouvernement du plan de réduction des pesticides. Ce sera à suivre dans le club. On va voir l'actualité du côté de Paris. On retrouve Jacques Paquet. Bonjour Jacques. Merci d'être avec nous. Bonjour. Rédacteur en chef du journal du Grand Paris. Jacques, hier, les Parisiens étaient appelés à se prononcer sur le triplement du stationnement des SUV. Tout à fait. Le triplement du tarif, donc 54,55% des votants se sont prononcés pour.
ce triplement des tarifs, ce qui peut être considéré comme un succès. Seulement, un petit problème, c'est que seulement 5,68% des inscrits se sont déplacés. Yann Brossat, comment pensez-vous que vous deviez agir pour essayer d'attirer davantage les Parisiens vers cette démocratie participative, dont on peut reconnaître qu'elle a le mérite de la pédagogie sur des sujets de société, mais qui peine à convaincre? Est-ce qu'il n'y avait pas là un petit problème d'expression, puisque la campagne de publicité de promotion a demandé aux Parisiens de se prononcer pour ou contre les SUV, alors qu'on a compris au fil du temps qu'en fait il s'agissait de tripler le tarif de stationnement dans les rues des véhicules lourds, qu'ils soient SUV ou berlines. D'abord, je pense qu'on ne peut pas comparer un taux de participation d'une élection, une élection municipale ou une élection présidentielle, avec un référendum sur une question bien précise et assez ponctuelle. Par ailleurs, l'organisation du vote n'est pas la même, puisque dans la plupart des arrondissements, le mien notamment le 18e, il y avait un seul bureau de vote qui était en mairie du 18e. Si vous décidez de vous aligner sur le mode d'organisation d'une élection normale, ça aurait un coût faramineux. Ouais. Mais quand même, moins de 6%, c'est pas un échec. Et certains ne se priveraient pas de nous le reprocher. Mais non, vous savez, on passe parfois des heures à commenter des sondages qui ont été réalisés sur 500 ou sur 1000 personnes. Là, en l'occurrence, on a quasiment 80 000 Parisiens qui se sont mobilisés pour ce vote. Et donc, ça crée une légitimité claire pour présenter une délibération au mois de mai sur le sujet qui pourra tripler le prix des SUV. Et de ce point de vue, moi, je me félicite de cet exercice démocratique. Et par ailleurs, le résultat est intéressant. Ça montre qu'il y a une majorité à Paris pour considérer que la priorité à l'environnement, à la réduction de la place des voitures polluantes, cette majorité, elle est là, elle est claire. Et d'ailleurs, elle fait suite à des positions que les Parisiens ont toujours défendues sur la piétonisation des voies sur berge, sur le développement des pistes cyclables. Les Parisiens sont cohérents. Sauf que et notre majorité également. Là, en l'occurrence, ils étaient interrogés sur une mesure qui ne les concerne pas, puisque cette mesure, elle ne concerne pas les résidents parisiens. Ça n'est pas vrai, parce que si vous êtes résident parisien et que vous habitez, par exemple, le 16e arrondissement, vous aurez un tarif qui augmentera si vous allez dans un autre quartier que le vôtre. Donc au final, mais pas si vous garez votre voiture en bas de chez vous. Tout à fait. Mais enfin, au final, les Parisiens sont est-ce que du coup, concernés. il ne faut pas aller plus loin et interdire tous les SUV dans la capitale? Cette question viendra peut-être. Aujourd'hui, nous n'aurions pas, au vu de la loi, le droit d'interdire totalement l'accès ou la possession d'un SUV à Paris. Ça ne serait pas légal. Non, mais en tout cas, de tripler le stationnement pour tout le monde. En tout cas, nous allons au maximum de ce que la loi nous permet de faire. Et je le redis, quand on est parisien... Parce que la loi vous aurait empêché de taxer le stationnement résidentiel. Quand on est parisien et qu'on habite le 16e, on n'est pas tout le temps en bas de chez soi. Il arrive quand même que, justement, on prenne sa voiture et qu'on aille dans d'autres quartiers de Paris. Et à ce moment-là, on sera effectivement soumis à cette augmentation du tarif de stationnement. Qu'est-ce que vous dites aux familles qui viennent à Paris dans des monospaces, qui eux aussi du coup sont concernées, qui viennent de banlieue, qui viennent de province? Elles pourront plus se garer à Paris? Non, mais je leur dis ce que les Parisiens ont majoritairement dit hier par leur vote. Ce sont des voitures qui sont polluantes, qui sont encombrantes, et donc vous avez tout à fait le droit de les utiliser. Mais ce sont aussi des voitures familiales. Mais ce tarif sera plus important. Vous savez, toutes les études montrent que ceux qui utilisent à Paris des SUV sont la plupart du temps seuls. Donc je veux bien que certains nous expliquent que ce sont des voitures populaires, que ce sont des voitures familiales. Je le redis, la grande majorité de ceux qui les utilisent à Paris sont des hommes seuls. Et donc, en l'occurrence, ça n'a rien à faire avec la défense de la famille. Christophe Béchu, hier sur RTL, il disait « Le référendum, c'est un moyen pour Anne Hidalgo de faire oublier ses voyages au bout du monde ». Ouais. Qu'est-ce que vous répondez ? Je pense que le gouvernement, lui, serait bien inspiré d'organiser le référendum sur les retraites dont il a privé les Français, alors que des millions de gens manifestaient dans la rue pour demander que cet exercice démocratique puisse avoir lieu. Et donc, en l'occurrence, les commentaires du gouvernement sur ce sujet me paraissent complètement à côté de la plaque. Voilà. Et puis, si M. Béchu a envie qu'on regarde son bilan carbone, il n'y a pas de problème. Jacques ? Yann Brossat, il y avait aussi des questions par arrondissement. Alors, je ne sais pas si ce genre de référendum plus locaux vont se multiplier. Une a retenu mon attention, c'est l'expérimentation d'une caisse alimentaire scolaire solidaire dans le 20e arrondissement. Je ne sais pas si vous y êtes intéressé, c'est assez innovant. J'aurais voulu que vous nous en parliez. C'est une proposition qui a été validée, entre guillemets, à plus de 80%, je crois, des votants.
C'est vrai, je l'ai vu. Ça correspond par ailleurs à une préoccupation que je partage pleinement, qui est la question de l'accès à une alimentation de qualité. Et je me réjouis de ce vote dans le 20e. Bon, Paris est par ailleurs une ville qui, depuis longtemps, se bat sur cette question de l'alimentation. Vous savez que, par exemple, dans nos cantines scolaires, le tarif le plus bas, il est à 13 centimes d'euros, précisément parce que nous ne voulons pas que des gamins de milieu modeste soient privés d'une alimentation de qualité. Mais cette question de l'alimentation, c'est effectivement une grande question. Et d'ailleurs, les agriculteurs l'ont posée à leur manière par leur mouvement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous Jacques Paquet. La nouvelle cartographie des quartiers prioritaires vus par les maires, c'est à la une du journal du Grand Paris cette semaine. Merci beaucoup. Merci Jacques d'avoir été avec nous. Un mot sur une autre actualité qui concerne Paris, c'est la démission du recteur de Paris qu'on a appris vendredi, qui avait notamment fait de la mixité sociale un cheval de bataille. Est-ce que vous regrettez son départ ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son départ est révélateur de quelque chose. Il est révélateur de la crise suscitée par Amélie Oudéa-Castéra, qui est une ministre qui afflige tout le monde. Et en premier lieu, les personnels de l'éducation nationale, des enseignants jusqu'au recteur. C'est quand même assez fort de réussir à unir tout le monde contre soi quand on est ministre depuis quelques semaines. D'ailleurs, la question se posera quand même de savoir si cette ministre peut continuer à exercer son mandat dans ces conditions. Dès les prochaines heures, puisque la suite du remaniement est attendue pour vous, elle doit quitter l'éducation nationale. Le gouvernement ou juste l'éducation nationale ? Je considère que cette ministre, en tout cas, ne doit pas s'occuper de l'éducation nationale et qu'aucun enseignant de ce pays, aucun parent d'élève ne mérite d'avoir une telle ministre à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Autre sujet qui concerne Paris, Emmanuel Macron a confirmé qu'il souhaitait le changement du mode de scrutin pour les prochaines municipales à Paris, Lyon, Marseille, où actuellement c'est des maires d'arrondissement qui sont élus et qui choisissent le maire de la ville. Là, il souhaite un suffrage direct. Vous approuverez, vous, ce mode de changement ? D'abord, il ment, parce qu'en l'occurrence, personne n'élira son maire au suffrage universel direct. Ça n'existe nulle part, dans aucune des communes de France. On n'élit pas son maire directement. On élit une liste et c'est le conseil municipal qui vote pour le maire. C'est le conseil municipal qui vote pour le maire, ce qui fait d'ailleurs qu'on peut changer de maire sans aller devant les électeurs. Tout le monde le sait. Donc à partir de là, tout repose sur un mensonge. Et en réalité, ce qu'ils veulent, c'est organiser un tripatouillage électoral qui vise à maximiser leurs chances pour gagner les prochaines élections municipales. Ils n'ont juste pas compris une chose, c'est qu'une élection municipale, ça ne se gagne pas dans le bureau du président de la République avec une calculette, ça se gagne devant les Parisiens, puisque en l'occurrence ça concerne Paris, et pour gagner, il faut avoir un projet convaincant et un bon candidat ou une bonne candidate. Pour l'instant, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Donc vous ne voterez pas pour ce mode de... Non, je ne voterai pas pour ce changement de mode de scrutin. C'est par ailleurs une manière de délégitimer le suffrage universel, puisque en l'occurrence, la maire de Paris, les maires d'arrondissement ont été élus à l'issue d'un vote, et ça se respecte. Et en réalité, tout cela est fait pour les délégitimer, et je trouve ça assez honteux. Est-ce que c'est surtout que ça mettrait Anne Hidalgo en danger ? Pas du tout. Vous savez, la dernière fois, nous étions majoritaires en voix et en arrondissement. Et en l'occurrence, si il y avait eu un mode de scrutin différent, nous aurions gagné aussi. Donc ils peuvent changer le mode de scrutin autant qu'ils veulent. La seule chose qui leur permettrait de gagner, c'est s'ils pouvaient nommer le maire. Ils ne peuvent pas nommer le maire, c'est pas un préfet. Et donc à partir de là, ils perdront comme ils ont toujours perdu. Elle doit se représenter, Anne Hidalgo, pour vous en 2026 ? C'est à elle, évidemment, d'en décider. Et la décision lui revient. Je crois qu'elle le dira, mais après les Jeux Olympiques. Ce qui est sûr, c'est qu'elle nous a conduit 2 fois à la victoire. Et vous parliez de la Macronie, je me souviens, M. Griveaux, Mme Buzyn, tous ces gens ont été battus. Nous avons gagné. Donc elle ne renonce pas à un prochain mandat. Est-ce que ça ne crée pas des tensions au sein de l'équipe municipale, notamment entre elle et Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, potentiel successeur ? Moi, je ne vois pas de tension. Je vois surtout une équipe qui est au travail, une maire qui est à 100% dans son mandat, qui est très concentrée évidemment sur les JO, mais on le voit aussi sur d'autres dossiers. On parlait des SUV tout à l'heure. Elle est à fond. Et qui est quand même allée à la présidentielle. Donc pendant un moment, le national l'intéressait plus que Paris. En tout cas, elle est aujourd'hui à fond sur son mandat et c'est très bien ainsi. Donc elle ne dit pas non. Un mot sur les européennes. Les sondages donnent votre candidat Léon Desfontaines, il donne à peu près les mêmes scores que vous en 2019. Non, un peu plus quand même.
Vous savez, j'étais candidat, donc je suis bien placé pour le savoir. Quel est l'intérêt, en tout cas moins de 5%, quel est l'intérêt de faire une liste du Parti communiste? Pour défendre nos convictions. Il a d'ailleurs des Quitte sondages. à ne pas avoir d'élus. Il a des sondages qui lui donnent à 5, un sondage qu'il a récemment donné à 5. Ma conviction, c'est qu'il les fera. Après, vous aussi, les sondages, vous donnez très haut. Non, enfin, vous donnez haut pour les européennes, plus haut en tout cas que le score que ce que vous avez fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait une bonne campagne. Léon Desfontaines est un formidable candidat et surtout, nous avons un projet qui est clair, qui est comment la France peut retrouver sa souveraineté, comment on peut faire en sorte de se dégager de ces contraintes de l'Union européenne qui nous poussent à appliquer des politiques libérales dans tous les domaines. On le voit dans le secteur de l'énergie. L'Union européenne nous a contraints à tout mettre en concurrence, alors que nous avions un service public EDF, GDF qui fonctionnait bien et qui disposait d'un monopole. Je pense qu'il est temps que la France retrouve une souveraineté dans le domaine économique et social. C'est ce que nous défendons avec Léon Desfontaines. C'est mon candidat et je me battrai ardemment pour qu'il fasse les 5% et pour que nous retrouvions notre place au Parlement européen. Merci Yann Brossard. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.